Alors, bonjour à tous, bienvenue pour donc cette troisième table ronde déjà. Bienvenue donc aux nouveaux qui sont arrivés ce soir. Il y a eu déjà 2 tables rondes de passées. On a parlé de la transmission du patrimoine, on a parlé de la location à l'année, donc juste avant. Et on va terminer avec cette dernière table ronde, dernière et troisième table ronde, concernant un petit bilan et puis les perspectives les actions communales, voilà. En faveur du logement. Donc on va en parler tout de suite avec notamment donc Carole Charot, maire de l'Île-Dieu. Bonjour Carole, qui va nous dire un petit mot donc pour commencer. Oui, juste une petite introduction. Bon, comme vous le savez, le logement c'est vraiment un problème. Il n'est pas normal qu'un Îlais qui travaille, qui a ses enfants sur l'île, qui est inséré et soit obligé de partir sur le continent. Et je peux vous dire qu'il y en a. Faute de logement, c'est souvent un drame, presque un déchirement. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui sont en larmes, donc voilà, c'est pas facile à voir. Mais voilà, ce soir, on va pas répondre à l'urgence. Nous, on peut pas en tant que mairie. C'est après les solutions qui ont été dites dans les 2 dernières réunions. Nous, la mairie, c'est plus sur le long terme, malheureusement. J'aimerais bien avoir une boîte magique et puis de loger tous les gens que je vois dans mon bureau, mais c'est pas le cas. Donc, après avoir vu cet après-midi ce que vous pouvez faire pour endiguer cette crise, avec mes collègues, donc Isabelle Cadou, adjointe à l'urbanisme, et Emmanuel Maillard, adjoint à l'économie, on va vous présenter ce qu'on a mis en place déjà depuis longtemps et sur quoi on travaille actuellement, parce que c'est une priorité, le logement dans notre mandat depuis 2020, mais même avant, on a commencé avant. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'on va y arriver avec vous, c'est sûr qu'on va y arriver. Donc Philippe va nous présenter le sommaire de cette réunion. Exactement, on va parler donc, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, on reviendra dessus sur essayer de mobiliser un peu les partenaires, les parlementaires et l'État. On parlera de nouveaux moyens pour investir. On verra comment la mairie favorise l'accès à la propriété donc des résidents permanents. Le développement des nouvelles formes d'habitat. On regardera également comment favoriser la création de logements locatifs à l'année et puis réglementer les locations touristiques. Et puis, si on a le temps, donc on a 1h30, on verra comment aider les entreprises donc à loger leurs saisonniers. Mais on va commencer tout d'abord avec donc ce sujet important du logement pour la mairie. Avant de se lancer dans des grands projets, il faut définir tout d'abord une stratégie locale pour l'habitat. Et donc, Carole Charot, en quoi ça consiste, cette stratégie ? Alors, d'abord, on voulait faire un PLH, donc un programme local d'habitat, mais en fait, comme on n'est pas une interco, on n'a pas pu, donc on a été obligé de se rabattre sur une stratégie locale d'habitat, ce qui n'était pas forcément le but au départ. Bref. Qu'est-ce que c'est une stratégie locale d'habitat ? C'est une feuille de route, en fait, qui est validée par l'État. C'est un document qui fixe les grandes lignes directrices de la politique de l'habitat. Ça fixe les priorités pour une durée de 6 ans. C'est un vrai diagnostic qui sera élaboré par la collectivité avec les partenaires institutionnels comme l'État, la région, le département, les bailleurs sociaux, les acteurs locaux, donc les agences immobilières, le notaire, les artisans, les banques, les associations ILES qui sont impliquées dans l'habitat, et puis les habitants. Donc voilà, c'est un appel du pied aussi. Il y aura des réunions publiques. On a besoin de vous pour définir cette stratégie. Pourquoi ce document ? Tout simplement pour avoir une légitimité, parce que on peut davantage justifier les préemptions. Aujourd'hui, quand on fait une préemption sur un terrain ou sur une maison, souvent on a un recours et souvent on perd. Grâce à cette stratégie, on va plus gagner, je pense, de procès. Bon, on va plus facilement gagner, me dit Elsa. C'est pas forcément à chaque coup. Donc, on pourra aussi plus facilement chercher des aides auprès de l'État ou du département avec ces stratégies locales d'habitat. Alors, comment ? On va se faire accompagner, comme d'habitude, par un cabinet d'études.
et qui sera engagé en 2024 pour une durée d'1 an. Et donc, ce document sortira en 2025. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces stratégies locales d'habitat? C'est juste une toute petite introduction pour vous dire un peu le cadre. Voilà, donc on va passer. Alors, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure des chapitres. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je viendrai donc avec le micro, puisque comme c'est enregistré, on vous entendra mieux donc avec le micro. On va passer à Emmanuel Maillard maintenant, qui a évoqué tout à l'heure lors de la table ronde juste avant comment mobiliser les parlementaires et l'État, faire un peu de lobbying par exemple. Donc on va revenir dessus un peu plus longtemps et surtout quels sont les nouveaux moyens pour investir. Merci. En fait, depuis qu'on avait fait la semaine du logement où on était parti sur le diagnostic et de ce qui se passait, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on avait le droit de rien faire. En gros, c'est-à-dire que pour l'instant, en France, il n'y avait que les grandes villes de plus de 50 000 habitants ou de 200 000 habitants qui étaient classées en zone tendue, qui avaient des outils de régulation, que ce soit sur le foncier, sur des incitations à de l'investissement locatif, des choses comme ça. Et nous, à l'Île-Dieu, on ne peut rien faire. Donc, pendant 2 ans, on a mobilisé le préfet, on lui a demandé à être... En fait, le but, c'était d'être reconnu comme ayant vivant une tension sur le logement sur l'Île-Dieu, et donc avoir droit aux outils existants. Donc ça a été la première chose qu'on a fait. Donc c'était... il y a tout ce qu'est la refonte sur le logement locatif, la régulation. On essaye aussi de faire entendre la spécificité de l'Île-Dieu. Donc au début, quand on envoyait nos courriers, en fait, on nous renvoyait des courriers. Le premier du préfet, je me rappelle, qui disait, en fait, comme, je vais prendre un exemple, Saint-Gilles n'est pas reconnu en zone tendue et que vous avez la même situation que Saint-Gilles, donc CQFD, vous n'êtes pas en zone tendue. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier. Et donc, on a recommencé, on a renvoyé, on a amélioré notre dossier, puis on a refait des demandes, etc. Et ça a fini par marcher, c'est-à-dire que l'année dernière, on a eu la reconnaissance de notre zone tendue. Alors, sur les tensions sur le logement, il y a 2 zones, 2 zonages. Alors ça, c'est l'État. Donc, vous avez une appellation zone tendue. Donc, on n'y était pas. On a fini par l'avoir. Et après, vous avez des histoires de zonage. Vous pouvez être en zone A, B, et l'Île-Dieu était en zone B2, c'est-à-dire non tendue, et on demandait par dérogation à passer en zone B1 qui nous reconnaissait une tension, et ça permettait de faire, par exemple, du Pinel, des choses comme ça. Ça permettait, par exemple, le prêt à taux zéro, quand vous voulez construire une maison, à l'Île-Dieu, on pouvait avoir 20% sur le prêt à taux zéro. En passant en zone B1, on passait à 40%. Donc voilà, c'était ce genre de truc. Donc on a mis 2 ans à avoir tout ça. On a fini par les avoir. Alors au début par dérogation, et puis finalement la loi, parce qu'on n'est pas les seuls à se battre. Et en fait, l'État a fini par faire des avancées là-dessus. Au début, il voulait pas. Donc toutes les îles du Ponant ont été reconnues en zone tendue. Cette zone tendue nous a donné une chose principalement, c'est la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors ça, on en a entendu pas mal parler. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça existe depuis des années pour les centres-villes, Paris, Marseille, etc., qui avaient le droit. Et ça faisait un moment que nous et d'autres sur le littoral ou dans les montagnes ou les Corses demandaient à pouvoir le faire. Donc ça, on l'a eu. Dans la foulée, on a voté en conseil municipal le fait qu'on adoptait la majoration sur la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, et à suivre, on a voté 60% sur la majoration, qui était le maximum que l'État autorise actuellement. Excuse-moi, c'est sur la part communale, attention. C'est la part communale, c'est une majoration de 60% sur la part communale de la taxe d'habitation. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? On a fait ça pour une raison très simple. C'est que, en gros, jusqu'à maintenant, une mairie, par rapport au logement, elle allait soutenir la construction de logements sociaux ou accompagner le logement social. Elle allait aussi faire de l'accession à la propriété. Donc, l'Île-Dieu, depuis des décennies, fait de la réserve foncière. Elle viabilise des terrains. Elle vend les terrains pour des primo-accédants. Donc, des jeunes qui vont acheter à un coût moindre et qui peuvent construire. Donc ça, c'était en gros le boulot de la mairie ces dernières années. Maintenant, avec le problème du logement, on se retrouve avec un parc locatif qui a diminué.
On a de l'accession à la propriété qui devient carrément difficile. On a de la construction qui devient difficile. Donc, la mairie, elle se retrouve à devoir faire de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'il faut soutenir le parc locatif, il faut soutenir l'accession à la propriété. Et donc, soit on prend cet argent sur le fonctionnement, le budget de fonctionnement de la mairie, auquel cas on appauvrit la mairie, soit on trouve d'autres argents. Et l'État donnait cette possibilité. Donc, une fois qu'on a eu l'obtention de la reconnaissance de la zone tendue, on a pu mettre en place cette majoration. Cette majoration, elle va nous amener 1,5 million par an. Donc, ces 1,5 million, ils vont être fléchés sur cette aide au logement, c'est-à-dire acheter du bâti. Et ce bâti, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mettre en location. C'est-à-dire que à chaque fois, on est en train de perdre les maisons. On a fait une réunion tout à l'heure sur la transmission de patrimoine, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de payer les frais de transmission, en gros, vous vendez la maison. Vous divorcez, de jeunes qui ont 40 ans, qui n'ont pas des gros salaires, ils divorcent, en gros, ils vendent la maison parce qu'il n'y en a aucun qui est capable de racheter la part de l'autre, etc. Donc à chaque fois, elle est vendue à un prix tellement élevé que c'est rarement un résident principal qui l'achète, donc on perd les maisons. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse à nouveau de la réserve foncière, qu'on viabilise, qu'on revende, puis dans 20 ans on recommence. À un moment donné, l'île-dieu, c'est pas extensible, donc ça marche pas. Donc il faut qu'on pérennise l'habitat en tant que résidence principale. Donc cette majoration va nous permettre de racheter des maisons. Donc le but, c'est d'acheter des maisons qui sont louables facilement. Et on les met en location et elles resteront dans le parc communal pour rester en location. C'est-à-dire que cette maison-là, elle va rester une résidence principale sur les décennies à venir, quoi. Donc, on recrée du parc locatif en faisant ça. Après, cet argent peut aussi servir, vous voyez, on a du mal à faire du logement social, puisque en gros, les bailleurs sociaux, ils n'arrivent pas à construire à l'île-dieu parce que le coût de la construction est trop cher. Donc, cet argent pourrait servir à venir aider un bailleur social à créer du logement social. Donc ça, c'était sur la majoration, sur la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Peut-être qu'il y a des questions sur ce sujet, peut-être. Non, ça fait plus débat alors, parce qu'au début, ça faisait franchement débat, la majoration. Oui. On a bien une question. Si aujourd'hui on hérite de la maison de ses parents, on sera soumis quand même donc à la taxe sur les résidences secondaires, puisqu'on est déjà propriétaire. Oui, c'est-à-dire que c'est pas. Les gens font l'amalgame, c'est-à-dire qu'ils pensent résidence secondaire et ils pensent résidence secondaire, mais c'est bien la deuxième maison. C'est la résidence secondaire, si on en a deux, si on en a trois, on paye une taxe d'habitation. Donc les gens seront majorés. Oui, mais donc tu seras majoré, sauf si tu la loues à l'année, auquel cas ça redevient une résidence principale, même si c'est ta deuxième maison, c'est quand même une résidence principale, auquel cas il n'y a pas de taxe d'habitation. Voilà. Donc il n'y a pas d'autres questions sur la majoration. Alors, donc l'autre truc, c'est qu'on on est passé en B1, comme 7 communes en Vendée, là, il n'y a pas longtemps. On fait partie des 7 communes que l'État a fait passer en zonage de B2 à B1. Ça nous offre, peu de choses, puisque finalement, avant, il y avait le Pinel pour de l'investissement locatif, sauf que l'État veut construire plutôt en hauteur, donc dans les villes. Donc le Pinel, maintenant, il va être, à partir de cette année, il est que pour du logement collectif. Intermédiaire. Le Pinel, c'est c'est les gens où tu vas investir, tu as des exonérations d'impôts et ça te permet d'acheter un logement que tu loues. Et puis entre le revenu de ta location plus les exonérations d'impôts parce que tu as fait un investissement, en fait, tu t'y retrouves. Donc ça sera pas possible avec le BA, sauf si c'est du logement collectif. Et l'autre chose, c'est le prêt à taux zéro. Et actuellement, le prêt à taux zéro, du fait qu'on soit passé en zone B1, vous pouvez avoir un prêt à taux zéro à 40% de votre dossier. C'est-à-dire que le prêt à taux zéro, avant, tu avais 20% de ton dossier. Maintenant, en passant en zone tendue, ça monte à 40%. Voilà. Le problème, c'est que l'État a décidé d'enlever le prêt à taux zéro sur les maisons individuelles aussi. Donc, en gros, on a réussi à être en zone B1 et les avantages du zone B1, on est en train de les perdre parce que l'État a changé les règles entre-temps. Voilà.
Après, ce qui est intéressant dans le zonage B1, c'est qu'en fait, on a la reconnaissance de cette zone tendue. Donc, quand on va voir l'État, on est légitime à dire on est en zone tendue, donc on a des problèmes, donc il faut nous écouter. Parce que pour l'instant, on était reconnu de rien, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà ce qui s'est passé par rapport à, on va dire, ces petites victoires qu'on a réussi à avoir, qui ont été longues à avoir, c'était un peu compliqué, mais qui vont nous aider parce qu'elles nous légitiment pour aller chercher, pour aller défendre notre dossier, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur les zonages? Alors, une question. C'est par rapport un peu à la spécification sur l'autoconstruction, par rapport à l'emprunt à taux zéro. On sait que beaucoup de jeunes de Lille fonctionnent en autoconstruction. On n'a pas forcément d'apport quand on est jeune. Et aujourd'hui, les banques demandent automatiquement un apport personnel à hauteur de 30% du montant de la construction. Et ils n'aident plus non plus l'autoconstruction. Enfin, je voudrais bien en savoir plus là-dessus, sur l'histoire de l'autoconstruction par rapport à un emprunt bancaire. Alors, l'autoconstruction, on a rencontré les banquiers par rapport à ça en se disant, en ces dernières années, les jeunes, quand ils arrivaient à accéder à la propriété, en gros, ils faisaient de l'autoconstruction avec les cousins, les frangins, tout ça. Sinon, s'ils faisaient faire, ils peuvent pas. Et on entendait dire que les banques étaient en train de faire marche arrière sur l'autoconstruction. Donc, on les a rencontrés, depuis 3 semaines, je crois. Et alors, ce qui est spécifique, c'est que les banquiers disaient c'est vraiment une spécificité de l'île-Dieu, l'autoconstruction. Ailleurs, les gens ils font construire. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui construit tout seul. Mais en gros, le coût de la construction, il n'est pas le même. Et donc, en fait, ils font faire, ou au moins, ils mettent hors d'eau, hors d'air. Mais l'autoconstruction, c'est vraiment un truc très, très, très insulaire actuellement. Eux, ils ont, comme tout à l'heure on disait, si l'autoconstruction limite les artisans fournissent les matériaux, est-ce qu'ils donnaient des conseils, est-ce que ça marcherait d'engager une décennale, ça marche pas. Les banquiers, ils ont le même problème derrière. C'est une histoire d'assurance, c'est que sur l'autoconstruction, comme au bout d'un moment ils ont des soucis, notamment s'il y a des reventes ou s'il y a un problème sur la maison parce qu'elle est mal faite, donc ils sont en train de mettre ceinture et bretelles, quoi. Donc, ils n'en veulent plus. Parce que pour eux, c'est un produit dangereux, en fait, l'autoconstruction. Donc, sur le littoral, c'est pas gênant parce que c'est juste un cas de temps en temps. Ici, c'est un vrai problème. Alors, je ne vais pas dire qu'ils nous ont rassurés, mais ils nous ont un peu rassurés dans le sens où ils font un peu du cas par cas. Et donc, ils continuent à essayer parce qu'on entendait dire qu'il fallait jusqu'à 50-60% fait par des artisans sur un projet de maison. Ils n'en sont pas là, ils sont plutôt sur du 30%. Et après, ils arrivent même à faire passer les dossiers parce qu'ils connaissent les gens, parce que si on vient en disant, voilà, mon frère, il est maçon, et il vient dire qu'il va bosser tout ça. Donc, ça fonctionne encore actuellement pour l'autoconstruction. Mais ça ne durera pas non plus, quoi. Alors, le prêt à taux zéro, de toute façon, il s'arrête. Alors, si par exemple, vous avez des amis, des connaissances qui sont sur des projets en cours de construction, le prêt à taux zéro, les 40%, devait s'arrêter le 31 décembre. Finalement, c'est prolongé jusqu'au 30 mars ou 31 mars 31 mars. Donc, il faut aller vite et on va dire qu'il faut que le dossier soit déposé et bien instruit avant la fin du mois de février. Et là, il y a la possibilité d'avoir les 40% sur le prêt à taux zéro. Alors, s'il y a des gens qui sont dans des dossiers-là, il faut vraiment leur dire un truc tout bête. Si vous prenez 280 000 euros d'emprunt sur 20 ans, en gros, entre un prêt à taux zéro à 40% de votre dossier et pas de prêt à taux zéro, vous êtes quasiment à 250 euros mensuels de différence, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, dans un cas, vous faites, puis dans un cas, vous ne faites pas, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est la loi, c'est l'État qui gère. Alors, on va passer donc, si c'est terminé, à l'autre sujet. Isabelle Cadou qui va nous dire comment favoriser justement l'accès à la propriété des résidents permanents. Oui, c'est-à-dire que pour continuer à proposer et à aider les gens à accéder à la propriété, une des stratégies de la commune a toujours été de faire de la réserve foncière, ce qui se faisait de temps en temps. Maintenant, on est beaucoup plus vigilant et beaucoup plus
C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on saute sur tout ce qui bouge et qui constitue potentiellement un projet de création de terrain pour des accessions pour les îlets, sachant que effectivement on utilise le DIA. Il y a aussi des gens qui viennent nous proposer des terrains. Aujourd'hui, on a des terrains dans des lotissements à venir. Alors Faugy-Rose, c'est un peu particulier puisqu'on a récupéré le lotissement entre guillemets tout vendu, juste que l'entreprise qui s'en occupait a laissé tomber le projet. Donc la mairie a récupéré et a permis de mener à bien ce projet de lotissement. Après, le dernier lotissement qui a vu le jour par la mairie, c'était celui aidé de Vendée Habitat, c'était celui du Carpissotte. Le prochain sera la Chironnière, donc du côté de Cadouer, où il y aura 8 lots destinés à des primo-accédants et un îlot pour du logement social avec un prévisionnel de 4 logements en T2. Ça pour fin 2024. Et la Tonnelle, un plus gros îlot qui lui aura 17 lots vendus à des primo-accédants. Un îlot toujours pour du logement social potentiellement géré par Vendée Habitat. Je ne sais pas si on a acté le bailleur social encore, vraiment. Normalement, oui, c'est Vendée Habitat. D'accord. Et puis, on a prévu aussi un lot pour du logement coopératif, c'est-à-dire des nouveaux systèmes d'habitat pour aussi des nouveaux habitants et des nouvelles façons d'habiter à l'île-Dieu sans forcément être propriétaire du foncier. Donc, oui, alors, on avait aussi... parce qu'effectivement, comme disait Carole, l'actualité s'est extrêmement tendue. On a commercialisé l'année dernière 7 terrains qui étaient disponibles. Donc on a utilisé un système de tirage au sort, parce que c'est extrêmement compliqué de dire premier arrivé, premier servi. Tout le monde n'a pas toujours le même niveau de connaissance des projets qui sortent. Donc sur 32 candidats, il y en a 7 qui ont été tirés au sort et qui ont eu accès à un terrain. Aujourd'hui, sur ces 7 terrains, on a plusieurs permis qui ont déjà été déposés. Donc sur ce côté-là, c'est une affaire qui tourne. Ceci dit, on est bien sûr en prospection pour d'autres lotissements dans d'autres endroits, mais qui viendront dans les prochaines années. Je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on s'est rendu compte, d'une part, que primo-accédant au titre, j'ai envie de dire, national, ça correspondait pas forcément, parce qu'un primo-accédant ne doit pas être propriétaire du tout. On a quand même statué que sur l'île-Dieu, c'était un petit peu compliqué parce que quelquefois, il y a des gens qui venaient s'installer à l'île-Dieu, mais qui, au demeurant, gardaient une résidence sur le continent, et que c'était peut-être un petit peu injuste de les éloigner et de leur dire privez-vous de votre maison de famille sur le continent parce que pour être ici, il ne faut être propriétaire de rien. Donc, nous, nos primo-accédants, c'est primo-accédants sur l'île. C'est vrai qu'on oblige les gens à habiter sur l'île-Dieu à l'année, comment dire, Travailler sur l'île. À travailler sur l'île, mais pas que, Carole, parce qu'au final, les retraités aussi, oui, parce qu'on a décliné en fait tous les gens, sauf effectivement les résidents secondaires, mais les travailleurs, les retraités, les personnes en situation de handicap
Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout le monde. C'est ça. Donc, en fait, voilà, on n'exclut personne. Simplement, aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait ses limites, c'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Manu, s'il y a un accident de vie, comme un décès, un divorce, ou que quelqu'un, effectivement, doit quitter le lieu pour une raison ou une autre, il peut revendre le bien qu'il a acheté. Ceci dit, les clauses qu'il y avait, par exemple, je vais reciter le lotissement du Kerpisot, ces clauses, en fait, ne protégeaient pas le fait que ce foncier, ce terrain, reste pour de l'habitat à l'année. Donc, on a quand même décidé d'imposer une spéculation moindre, c'est-à-dire de se fixer sur le prix des... zut, je vais pas retrouver le mot. Des domaines pour que les prix ne s'envolent pas à la revente et que la commune rachète les biens qui seront mis en vente, puisqu'aujourd'hui, on a une politique et les moyens, a priori, avec cette surtaxe des résidences secondaires, pour pouvoir acheter du foncier bâti qui était hors de portée financièrement avant. Voilà. Et puis aussi, on travaille sur d'autres systèmes où les gens ne seront pas forcément propriétaires du terrain, mais je laisse Manu en parler après. Est-ce qu'il y a des questions sur les lotissements et sur la stratégie pour garder du foncier? Oui. Des terrains. Oui. Ça donne quoi en fait le résultat pour du terrain constructible? Eh bien, sur les biens 100 mètres, tous ceux qu'on peut récupérer et qui sont vendables de suite vont être intégrés dans les prochaines ventes, avec les mêmes critères que les 7 qu'on a vendus l'année dernière. Après, oui. Les biens 100 mètres, pour tout le monde, c'est des biens qui sont, des biens abandonnés, en fait. Qui n'ont plus de propriétaire connu. Voilà. Qui reviennent dans le giron. Mais c'est toute une étude, il faut prouver qu'ils appartiennent plus à personne, et ça peut revenir dans le giron communal. Donc. Et c'est très long, en fait. La procédure est très longue. Donc c'est pour ça que même si on en a dans le giron communal, en fait, on peut pas les mettre à vendre tout de suite. Et déjà, il faut les trouver. Donc c'est assez long comme procédure. J'ai une question. Je voudrais savoir comment va se passer la commercialisation des prochains lotissements, dans quel délai? Est-ce que ce sera aussi un tirage au sort? Est-ce que vous avez une idée de calendrier? Merci. De calendrier, pas avant la fin de l'année, malheureusement, parce que on n'avance pas toujours aussi vite qu'on voudrait. Et sans doute sur le même modèle, oui. Oui. Bonsoir. Est-ce qu'une réflexion aussi a été entamée, non pas pour la vente, mais pour la location? Finalement, alors un bruit de coursive est arrivé, comme quoi un des primo-accédants qui avait acheté, qui achète un des terrains qui a été tiré au sort, n'a pas eu accès au prêt bancaire. Est-ce que, en lui louant, finalement, faisant un bail solidaire plutôt qu'en lui vendant, il aurait peut-être un accès plus facile au prêt? Est-ce que ça a été une réflexion qui a été faite de la part de la mairie? Plutôt que de vendre, c'est de louer pour faciliter finalement aussi le fait que ces logements restent pour du logement principal, finalement, de ne pas jouer la spéculation sur ces terrains. En fait, Manu va en parler là tout de suite. Non, mais oui, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'effectivement, moi, je n'ai pas connaissance de ce cas-là en particulier, mais bon, je pense que ça reviendra rapidement à nos oreilles. C'est fort dommage, mais on s'est rendu compte, oui, effectivement, que même en fournissant des terrains à des prix corrects, c'était compliqué pour les jeunes de trouver à emprunter pour construire dessus, en fait, tout bêtement. Oui, Georges, bonjour. Si j'ai bien compris, donc en fait, on a peu de moyens pour empêcher que quelqu'un qui a bénéficié des avantages de la mairie pour pouvoir faire construire une résidence principale et qui la revend quelques années plus tard, on n'a aucun moyen d'empêcher ça parce que c'est quand même quelque part assez amoral comme trop de choses. En fait, alors après on va en parler sur ces nouvelles formes d'habitat auxquelles on travaille. C'est
quand tu viabilises, enfin, tu as une réserve foncière, tu viabilises, tu vends à, on va dire, à prix coûtant, et donc tu aides. Donc, tu peux te loger grâce à une aide publique. Donc, en échange, tu peux mettre des règles. Mais en fait, ces règles doivent être proportionnelles à l'aide et limitées dans le temps. Donc ça, il n'y a pas de loi, hein, c'est de la jurisprudence. Donc en fait, il y a eu des communes qui ont dit on va mettre 25 ans. Pendant 25 ans, ça doit rester une résidence principale. Ils se sont fait attaquer. Et en fait, la jurisprudence, elle arrive à un maximum de 15 ans. Dès que tu mets plus de 15 ans, c'est fini, c'est mort. En fait, ça ne marche pas, quoi. Donc c'est-à-dire que le gars, au bout de 15 ans, il vend. Toi, tu lui dis non, on avait dit 20 ans. Top, le juge, il dit non. 15 ans, c'est au niveau de votre aide. Donc voilà, quoi. Donc actuellement, c'est ça. En fait, quand on parle de règles anti-spéculatives, de ce qu'on fait sur l'accession, c'est ça, en fait, mais c'est proportionnel au niveau d'aide et limité dans le temps. Donc c'est ce qui se passe là. Dans un cas qu'on a vu, la maison était une maison neuve, puisque c'était des gens qui quittaient l'île-dieu. La maison était neuve, 3 chambres, estimée à un prix, j'ai envie de dire correct pour l'île-dieu, à 380 000 € pour une maison neuve achevée avec 3 chambres. Ceci dit, la seule chose qu'on a pu récupérer, c'était pas très satisfaisant, c'était le delta de prix entre un lot aidé et un lot pas aidé. Donc c'est quelque part l'argent sur ce coup-là, on s'en fiche un peu, mais ça a été extrêmement frustrant de voir que finalement c'était pas super efficace. Et c'est pour ça qu'on va faire d'autres choses. Voilà. Voilà, c'est une bonne transition. Bon, j'ai plus de transition à faire alors du coup. On va parler des nouvelles formes d'habitat donc la mairie essaie de développer. Voilà. Alors, on va continuer à faire de l'accession à la propriété parce qu'en fait, on va dire que c'est le modèle standard, c'est le logiciel de tout le monde fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire un prêt, vous faites des sacrifices, vous achetez, vous construisez une maison et vous allez pouvoir donner ça à vos enfants. Et votre sacrifice, vous espérez que ça va les aider à avoir leur vie. Donc ça, c'est le système. Tout le monde est rentré là-dedans, on va dire. Là, le système, comme il se bloque, parce que vu les coûts qu'on a, la transmission, on ne sait pas comment la faire, on ne sait pas déjà comment investir pour les jeunes. Donc, il faut réfléchir autrement. Et on est parti de ce problème. Vous avez le coût de l'accession ou de la construction qui devient inaccessible pour beaucoup. Et vous avez la pérennité de l'usage, c'est-à-dire qu'à chaque fois, même nous, quand on aide, c'est-à-dire qu'au moment d'un divorce, un décès, etc., la grande majorité des maisons, elles partent en résidence secondaire ou en investissement locatif ou des choses comme ça. Mais elles ne restent plus en résidence principale. Donc, on ne va pas construire indéfiniment. Donc, ça, à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, il faut arriver à faire du logement qui soit de la résidence principale pérenne, accessible financièrement et sorti de la spéculation. En fait, voilà. Il faut répondre à ça. Si on veut qu'il y ait un parc de résidences principales qui se transmettent et qui soit toujours suffisant pour la population, il faut répondre à ces 3 trucs. Actuellement, il existe 2 systèmes. Il existe les coopératives d'habitat et le bail réel solidaire. Donc, la coopérative d'habitants, en gros, vous avez plusieurs familles, plusieurs habitants qui se regroupent et qui vont créer une structure, une coopérative, et qui vont construire un habitat. Donc, soit un habitat collectif, genre un immeuble, et on a 5 appartements dedans, et on a un garage commun, soit on peut très bien imaginer 5 petites maisons, un garage pour tout le monde, des communs, une buanderie, 2 machines à laver. Et c'est la coopérative qui est propriétaire de la maison, et les habitants, ils ont des parts dans la coopérative, et après, la coopérative leur appartient, mais la maison ne leur appartient pas. Et eux, ils vont payer un loyer, ce qu'on appelle une redevance. Donc, quand ils vont payer tous les mois, ils vont payer une part qui est le loyer, qui va servir à rembourser le prêt, par exemple, et une petite part qui va servir au fonctionnement de la maison, enfin aux frais d'entretien et de réparation de la maison. Donc ça, c'est le principe. Ça, sur les coopératives, vous êtes sur de la résidence principale. Donc, la maison et la coopérative, elle a une vie infinie. Les gens, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, en fait. Donc, quand vous ressortez, vous récupérez vos parts sociales, plus vous avez pu mettre un indice qui se décide entre les coopérants, oui, c'est ça,
Donc au départ, pour que, je sais pas moi, pour que vous, coopérateur, ah, merci. Pour qu'à la fin, vous ayez, à niveau constant, vous ayez récupéré comme vous avez mis au départ, quoi. Mais vous ne ferez pas de plus-value. Donc, on est sorti de la spéculation. C'est-à-dire que vous ne revendez pas de maison. Et vous ne revendez pas des parts comme une société qui aurait fait x10. Et celui qui rentre va remettre des parts sociales, etc. Et on reste en résidence. Alors, ça permet que ça reste une résidence principale. Ça permet de la sortir de la spéculation. Et l'autre chose, c'est que finalement, vous vous dites, bah ouais, mais si je mets la même somme, que je vais chercher un prêt, que c'est les mêmes loyers que sur une coopérative, mais que là, j'ai investi et que je vais pouvoir redonner à mes enfants, ou dans 10 ans, si je dois partir de l'île-Dieu, j'aurais fait x2, pourquoi je m'embêterais à aller dans une coopérative? Sauf que la coopérative, comme vous mutualisez, comme vous pouvez avoir des communs, c'est-à-dire un seul garage au lieu d'avoir 5 garages, etc., et que vous allez construire un petit lotissement, on va dire, plutôt que 5 maisons individuelles avec 5 contrats, normalement, vous devez arriver à ce que la maison vous coûte moins cher. Donc, vos loyers ne seront pas à la même hauteur que quand vous allez devoir payer, parce qu'actuellement, celui qui veut faire une maison, il paye 1 200, 1 300 euros de remboursement de prêt. On est parti là-dessus. Là, le but, c'est d'arriver à avoir, comme si vous étiez en location, du 800 euros, par exemple, ou 900 euros grand maximum, et vous êtes propriétaire, puisque la maison, vous l'avez construite avec d'autres gens, donc ça peut être, je sais pas moi, une communauté de gens intergénérationnels ou 5 couples avec des enfants qui s'entendent bien, etc. Et eux, ils vont construire la maison dont ils ont envie. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes sur vous payez comme si vous étiez locataire, moins cher que si vous étiez en train d'essayer d'être propriétaire de tout. Et d'un autre côté, c'est quand même vous qui avez décidé votre maison. Donc, donc on se retrouve. Donc, les coopératives d'habitants, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions sur. Je ne sais pas si j'ai été clair là, sur la coopérative. Si ? Oui. S'il y a des questions. Voilà. Oui, si on est intéressé par une coopérative, mais qu'on ne connaît personne. Qu'on n'a pas d'amis. Qu'on n'a pas d'amis. Non, c'est pas ça. Mais je plaisante. Personne qui veut faire la même chose. On peut être candidat dans une coopérative. Oui. Alors, donc on est en train d'en lancer une. Donc, c'est nous. En fait, on est en train d'en lancer une qui va servir de prototype pour voir si ça marche, comment ça fonctionne, etc. En se disant, c'est un modèle qui peut être dupliqué à l'île-Dieu, en fait, et qui peut correspondre aux aspirations des plus jeunes d'entre nous qui, je pense, ont un autre logiciel ou en tout cas sont en train de développer d'autres logiciels que les nôtres vis-à-vis de la propriété, du sentiment de propriété, etc. Donc là, on va en lancer une. On va se faire accompagner d'associations qui sont membres de la Fédération nationale des coopératives d'habitants, donc des gens qui portent des projets un peu partout en France. Et on va en lancer une. Et on aura normalement au mois de juin une réunion publique pour présenter le projet et donc pour que les gens viennent déjà comprendre ce que c'est. Et après, on va laisser l'été aux gens et au mois de septembre, on récupérera les gens qui seraient intéressés. Donc, on peut avoir des individus qui viennent et puis après, on voit si ça peut coller avec d'autres ou alors on peut très bien avoir 5 familles qui ont envie de le faire ensemble. On verra. À la limite, si on a 3 groupes, on fait 3 coopératives. Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui. J'aimerais abonder dans ton sens, Manu, pour essayer de convaincre les gens qui sont dubitatifs face à ces coopératives d'habitants. En fait, il y a 3 leviers. Le premier levier, c'est le levier foncier. C'est-à-dire que dans une coopérative d'habitants, vous pouvez être locataire du foncier. Donc déjà, vous économisez ça. Le deuxième levier, c'est le fait que vous pouvez lever l'emprunt auprès des bailleurs sociaux, et ce, sur 40 ans. Alors, en faisant un emprunt sur 40 ans, évidemment que les loyers sont moins importants. C'est un deuxième levier. Le troisième levier, c'est le fait que vous êtes locataire de la coopérative. Et en étant locataire, vous pouvez prétendre aux APL. Oui. Les 3 leviers réunis fait que même à l'île-Dieu, même avec un prix de la construction extrêmement élevé, en ayant le coup de main d'une mairie sur le foncier, on peut y arriver. Et moi, je pense que cette
Je me suis avancé auprès de l'association qui veut faire ça, pas pour moi, mais pour mes enfants. Je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une formule à faire sur les quarantenaires, cinquantenaires qui ont des enfants, qui voudront les loger quand ils auront 20 ans sur l'île-Dieu? Est-ce que ce n'est pas la formule qu'il faut qu'on fasse collectivement sur les 40, 50 ans? Oui. Voilà. Je vous remercie. Donc là, alors, quand tu parlais du foncier, en fait, pour l'instant, il y a beaucoup des coopératives qui sont en ville, puisqu'en fait, ça va être souvent des immeubles. Soit les gens achètent un immeuble, ou soit ils construisent un immeuble, puisque là, en termes de gestion des coûts, c'est plus gérable. Et du foncier. Après, on va avoir des gens qui vont faire ça en campagne, qui vont aller acheter genre un corps de ferme, etc. Et pareil. Alors, sur le littoral, c'est beaucoup plus compliqué entre le coût de la construction et le foncier. Donc ce qu'on va faire, c'est que le foncier, il va être communal. Donc, on a une parcelle dans le lotissement de la Tonnelle, une grande parcelle qui va être dédiée à ça, et la parcelle va rester communale. Donc, on va enlever le coût du foncier à la coopérative qui se montera. Et après, on va accompagner, avec l'association, on va accompagner les gens, parce que c'est pas simple. Enfin, tout seul, se dire, tiens, je vais voir mon banquier, je trouve un terrain, je fais une maison. Bon, ça, là, ça veut dire que 6 personnes qui décident de leurs règles, de ce qu'ils veulent faire, de comment ils vont fonctionner. Bon, donc ça, on va les accompagner jusqu'à la fin, on va dire. Et on n'a pas droit à l'erreur. C'est surtout ça, en fait, parce que si on réussit cette première fois, en fait, comme tu disais, Manu, ça va être dupliqué. Donc, c'est vraiment notre souhait que ce soit peut-être l'avenir, hein, tout simplement. Alors, nous, forcément, on est vieux. le logiciel, comme ça, le cheminement est difficile à imaginer par rapport à cette forme d'habitat. Mais je pense que pour les plus jeunes générations, c'est vraiment une solution, surtout sur l'île-Dieu. Il y a des pays où 40% du logement, c'est de la coopérative d'habitants. En fait, le logement social est sous la forme de coopérative d'habitants, par exemple, dans certains pays. Donc, c'est que ça marche. À la mairie. Ici, sur le projet qu'on va faire, ce sera à la mairie. Ouais. Alors, le deuxième truc, c'est le BRS, donc le bail réel solidaire. Donc là, c'est un autre système, c'est un système avec la dissociation du bâti et du foncier. C'est-à-dire que le foncier reste public, on va dire, et le bâti appartient aux gens qui vont dedans. Donc, les gens vont acheter la maison. Et ils vont oui, c'est pareil, ça c'est dans les pays suisses, notamment Allemagne, tout ça, il y a plein de choses, il y en a beaucoup. Donc les gens vont acheter la maison et ils vont payer une redevance sur le foncier, mais c'est une redevance qui est 80 centimes du mètre carré, par exemple. Donc vous aurez 50 € par exemple sur votre maison en redevance, quoi. Alors, par contre, le bail réel solidaire, la particularité, c'est que c'est une sorte d'accession à la propriété pour les ménages intermédiaires, mais pas les ménages élevés. C'est-à-dire que vous avez des plafonds de ressources et votre bail réel solidaire, lui, c'est encadré sur le coût de la construction et le coût de la vente de la maison. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas être ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui vont dépasser un certain seuil de revenus ne pourraient pas avoir droit au bail réel solidaire. C'est pour ça qu'on dit réel et solidaire, en fait. Alors, sur l'île-Dieu, il va y en avoir normalement 5 qui vont être lancés ces prochains mois, hein, le temps. Et donc ça, c'est une manière aussi de se dire que les gens ils vont pouvoir acheter, par exemple, un T4 à en gros 200 000 € et ils auront leur maison qui sera une résidence principale. Et comme le foncier n'est pas à eux, alors le foncier il est porté par un office foncier solidaire, donc par exemple Vendée Habitat, c'en est un, et les gens vont être propriétaires de leur maison, mais ils ne pourront pas la vendre au prix du marché et ils ne pourront la vendre qu'à quelqu'un qui est résident principal. Et ils peuvent la transmettre à leurs enfants si les enfants correspondent bien aux critères du bail réel solidaire, en fait. Donc, donc les gens, grâce à ça, ils ont une accession à la propriété sur quelque chose qui vaut bien moins cher que s'il fallait qu'ils trouvent une maison ou construisent une maison. En contrepartie, c'est que les règles du bail réel solidaire, c'est que ça reste une résidence principale
et qu'au moment de la revente, en fait, entre le prix d'achat du premier propriétaire, après, c'est indexé à un indice, et donc le coût de la revente à la fin, il est indexé à cet indice, et donc il est encadré. Les gens ne peuvent pas le mettre dans le système privé avec le coût du marché, quoi. C'est-à-dire que le bail réel solidaire, comme un peu la coopérative, ça sort du marché de la spéculation. Donc ça répond au fait d'avoir une résidence principale pérenne, accessible financièrement et qui sort de la spéculation. Donc ça, c'est les deux systèmes d'habitat qui existent, d'habitat différents, on va dire, où on sort du schéma actuel. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'étais en train de chercher si j'avais les plafonds, tout ça en tête, mais pas du tout. Pas de questions donc, sur le bail réel solidaire. On va passer à un autre sujet. On parlait justement de ces nouvelles formes d'habitat, mais en ce moment, il y a également de la création de logements locatifs à l'année. Oui. Alors, c'est beaucoup plus traditionnel, hein. C'est des logements sociaux qui sont portés par Vendée Habitat. Donc, on a le lotissement des Rieux, juste à Saint-Sauveur. Il y a 10 logements, normalement, qui doivent sortir. Mais pour être tout à fait transparente, ce lotissement-là, normalement, il devait sortir de terre le 31/12/2022. Et il n'y a toujours rien de monté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'appel d'offres qu'ils font, Vendée Habitat, à chaque fois, il est infructueux. Le dernier date d'une semaine. Sur 12 lots, je crois qu'il y en a 10 qui sont encore infructueux. Encore. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions, soit une subvention communale, ou je ne sais pas. On va essayer de négocier avec Vendée Habitat. En tout cas, on va essayer de faire sortir de terre ce lotissement des Rieux parce qu'il a été vraiment initié il y a longtemps. Donc, voilà, c'est vraiment notre but. Et puis, pareil, hein, on a aussi au niveau de la Tonnelle, sur 25 logements, il y en a 8, je crois, qui est au niveau de... 7 logements au niveau du logement social. Et la Chironnière, il y a 4 T2. Pareil, c'est du logement social qui est prévu. Et on va bien sûr négocier avec Vendée Habitat ou d'autres aussi. Hein, on peut aussi voir s'il y a d'autres bailleurs sociaux qui pourraient se positionner dessus parce que voilà, ça marche pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les îles du Ponant, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un seul bailleur social dans les îles du Ponant. Il faut le savoir. On n'est pas une exception. C'est vraiment les coûts de construction qui sont énormes et qui ne répondent pas forcément aux critères des bailleurs sociaux. Donc la solution, c'est, je pense, une subvention communale, mais à quelle hauteur, comment on peut faire? Parce que si on met le doigt dedans, si on met, je ne sais pas moi, 50 000 euros par logement, multiplié par 10, vous voyez bien, quoi. Ça va très, très, très vite. Donc, on n'est pas une agglomération. Je sais que l'agglomération des Sables-d'Olonne a fait ça, mais on n'est pas une agglomération de 50 000 habitants. On a 5 000 habitants. Donc, forcément, on a les sous qui vont avec. On n'est pas une interco. On a toutes les compétences de l'intercommunalité. Par contre, on n'a pas les sous qui rentrent en face. Donc, nos moyens sont limités. C'est pour ça, comme dit Manu, on a levé cette majoration sur la taxe d'habitation, sur la part communale de la taxe d'habitation des résidences secondaires. C'est justement pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait ça. C'est de lever des fonds pour pouvoir investir dans le logement social afin que tous les îlets et les autres puissent se loger. Hein. Ça, c'est clair. Juste pour dire, en face, même sur le littoral, hein, où il y a de la tension quand même, ils arrivent à sortir des lotissements comme celui qu'on voudrait faire. Ils sont à 1 850 € du mètre carré. Ah oui, mais même sur le littoral, quoi. C'est pas dans les terres. Sur le littoral, il y a des gens qui répondent, quoi. Et donc ici, on est, nous, 4000. Donc pour eux, c'est pas possible, quoi. Donc là, il y a tout est bloqué, quoi. Donc ça veut dire soit il faut aider, enfin, c'est pas soit, c'est qu'à un moment donné, il faut aider. Et l'autre chose, c'est d'arriver, quand on parlait de faire reconnaître les spécificités des îles, c'est-à-dire qu'il faut aller voir les députés en leur disant le surcoût des îles, ne serait-ce qu'en politique publique, quoi. Enfin, là, il faut faire quelque chose, parce que là, ils parlent du logement social, qu'il faut que tout le monde en fasse, tout ça. Dites-nous, on est OK. Sauf que, voilà, il y a le surcoût. Donc, soit on est aidé
par le surcoût, soit c'est aux communes de payer ça, enfin, c'est-à-dire c'est à nos impôts, quoi. On le prend, ce qu'on prend là, on ne le donnera pas ailleurs. Donc ça, et après il y a sûrement une réflexion qu'on a commencé une fois sur une discussion avec Vendée Habitat, c'est de réfléchir différemment, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir faire des maisons, on va dire, traditionnelles. Et quand tu fais des appels, bah, tu fais un appel pour les murs, un appel pour la toiture, un appel pour le chauffage, un appel d'offres pour un chien. Peut-être qu'il faut aller travailler avec des gens qui font tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a, alors quand il y a une réponse, bah, c'est quelqu'un qui est capable de faire la maison en entier, quoi. Et puis au niveau, alors il n'y a pas que les logements sociaux par les bailleurs sociaux, il y a aussi nous-mêmes, on fait aussi du logement social, même si ça s'appelle pas comme ça. C'est pour ça quand on dit oui, il y a que 1% de logement social sur l'île, bah oui, mais nous on fait quand même du logement social, même si ça n'a pas son nom. C'est du logement locatif communal, tout simplement. On en a quand même 36 sur l'île-Dieu. On loge des gens qui sont éligibles. Et on loue l'été aussi pour les saisonniers de la commune, au personnel soignant, en formation, des internes, des infirmières, à des ménages à titre de résidence principale aussi. Donc, la volonté municipale, grâce aussi à ces 1,5 million, mais ça va vite partir, hein, 1,5 million, c'est pas tant que ça. Hein. La volonté municipale est de développer cette offre de logements communaux à l'année. Ça, c'est vraiment notre but aussi. Et comme disait Manu, c'est aussi de trouver des logements tout de suite louables. Parce que souvent, quand on a des logements comme ça, des maisons qui se vendent, en fait, c'est DPE F ou G, quoi. Donc, on peut même pas les mettre à louer. Donc, il faut faire des travaux, etc. Enfin, on marche sur la tête. Donc, ce qu'on veut, c'est des logements qui sont tout de suite louables pour des familles ilaises. Voilà. Au niveau du logement social... Ce qui fait que sur le parc locatif, on va se retrouver à faire un nouveau métier, c'est-à-dire qu'on va acheter des maisons qu'on va louer et on va devenir quelqu'un qui se met à louer des maisons, quoi. C'est-à-dire que les 1,5 million vont servir, c'est pas parce que là 1,5 million, on se dit il a acheté 2 maisons et puis c'est fini. Mais en fait 1,5 million, ça permet quand même de lever de l'argent sous forme de prêt. Et après, une fois qu'il faut qu'on trouve le système, l'organisation pour qu'on ait ce parc locatif qui va augmenter, et donc on aura aussi des revenus. Et donc voilà, c'est une machine à mettre en route qu'il faut qu'on peaufine, qu'on affine, qu'on trouve la bonne solution pour que. Et puis après, il faudra du monde pour s'occuper de tout ça, quoi. Parce que c'est pareil, l'entretien des maisons qu'on va acheter et louer, c'est pas les employés municipaux qui vont l'entretenir, parce que eux, de toute façon, ils n'ont déjà pas assez de temps pour faire les logements de la commune, quoi. Donc bon, il y a une petite problématique à gérer, mais on se dirige vers ça inévitablement, de toute façon. Pas forcément, ça va être le budget principal. Comme nos logements communaux actuels, c'est le budget principal qui prend en charge. En fait, c'est noyé un peu dans la masse. C'est fléché, quoi. C'est quand même fléché. Mais en effet, ça pourrait. Mais oui, mais on n'a pas le droit de faire un budget annexe. C'est ce qu'on voulait. Hein. Au niveau du 1,5 million, nous, on voulait vraiment avoir cette ressource, avoir un budget annexe pour pouvoir le remettre dans le fléché. Et en fait, c'est illégal. Donc, bon, on va faire autrement, mais on va y arriver. Après, malgré tout, on s'est quand même engagé à donner un retour sur l'utilisation de cette perception qu'on va avoir de taxes à l'habitation pour être tout à fait transparent sur l'usage qu'on va en faire. Il y a une aide aussi qu'on met, on en a parlé tout à l'heure, qu'on met pour inciter les gens à louer leur bien à l'année. Alors pour ceux qui étaient là, ça va être un petit peu une redite, mais pour les autres, Manu, si tu peux... Oui, je vais faire rapide parce que l'heure passe, mais oui, à part ça, on a aussi tout un accompagnement. Donc on a mis une aide pour les gens qui mettent un bien en location à l'année, et on a aussi, on paye aussi tout ce qui est accompagnement à la rénovation des travaux. C'est-à-dire que il y a des associations, Élise et Solia, qui sont spécialisées, qui ont des cabinets d'études derrière pour aider à la rénovation des bâtiments et toucher des aides.
donc qui font des permanences à l'île-Dieu. Dans les aides, ils vont aller chercher des aides régionales ou d'État, etc. Il y a aussi, nous, une aide communale qui est dans le package. Donc tout ça est payé par tous ces accompagnements. En fait, c'est des fonds de la commune pour pouvoir amener des gens, des cabinets d'études pour aider les gens qui auraient des rénovations à faire. Donc ça, voilà, je ne vais pas le détailler plus. C'est juste pour vous dire que ce guichet unique de l'habitat, c'est Elsa Marchais qui s'en occupe au sein de la mairie au niveau de l'urbanisme. Mais Solia et Élise viennent tous les 15 jours sur le pôle économique. Il faut prendre rendez-vous. Et ils peuvent se déplacer à votre domicile pour voir un petit peu, faire un diagnostic et vous aider dans vos démarches. Ils vous accompagnent jusqu'au bout et c'est gratuit. Donc, profitez-en. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur donc, le logement solidaire? Oui, vous disiez qu'on n'a pas le droit, dans le budget, de faire un budget annexe. Est-ce qu'on a le droit, par rapport à cette fléchage, pour ne pas le mettre dans le budget principal et qu'il soit englobé par d'autres dépenses de fonctionnement autres, est-ce qu'il peut être par une société mixte, d'économie mixte ou une SIC? Oui, mais c'est pas, là, c'est pas opportun. Je pense que ça pourrait, mais franchement, nous, on va être assez honnêtes pour dire, voilà, on a eu 1,5 million, on va faire des états des lieux au niveau du bulletin municipal et dire, voilà, avec les 1,5 million, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? On a fait ça, on a acheté, on a rénové ou voilà, on a favorisé le logement à l'année, quoi. Donc je pense qu'il faut nous faire confiance pour. Enfin, on va essayer. Voilà, on est dans les essais de toute façon. Oui, c'est pas trop pour le budget, mais on peut imaginer à terme qu'il y ait une SIC ou une coopérative d'habitation aussi qui peut gérer ça. C'est-à-dire que si, à un moment donné, comme on va avoir de la location, de l'entretien de ces bâtiments, peut-être faire une SIC, par exemple, qui va gérer tout ça, quoi. C'est-à-dire avec du personnel et qui va sous-traiter, etc. Peut-être que ce sera obligatoire à la fin. C'est plus pour le fonctionnement, c'est pas pour la transparence, ce serait plus pour, à un moment donné, il faut qu'on trouve la bonne structure, soit en interne, soit sur le côté, qui gérera tout ça. Parce que la transparence, il suffit de venir regarder les comptes. Aussi. Oui, c'est une possibilité. Oui. Ouais. Non, mais c'est une possibilité. Oui, bien sûr, on est ouvert à tout. Là, on est au balbutiement, là, en fait. Là, on n'y est pas. Mais en effet. Donc là, on a parlé donc des logements sociaux et des nouvelles formes d'habitat. Il y a une question donc encore sur le sujet. Donc, concernant le logement, il y a un besoin de rééquilibrage entre la location de courte durée et la location à l'année. Et c'est vrai qu'on est souvent en train de pointer du doigt, je trouve, la location meublée. En réalité, pour les propriétaires, finalement, c'est parce qu'il y a plus d'avantages à louer sur la courte durée qu'à louer à l'année. Donc là, je vois qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour essayer d'encourager à louer à l'année. Et moi, je crois vachement à des mesures incitatives, justement, pour que les propriétaires soient tentés de louer à l'année. Est-ce que vous avez d'autres mesures en tête pour dire aux propriétaires, ben voilà, si vous louez à l'année, vous avez tel ou tel avantage? Alors, on ne pointe pas du doigt. Il n'y a pas des méchants et des gentils dans l'histoire. C'est une histoire d'équilibre. En fait, oui, quand on entend d'autres, c'est l'inverse. C'est chacun. Mais les enfants de tempête, c'est. Oui, mais c'est pas nous. Oui, mais c'est pas nous. Voilà. Après, oui, tout à fait. Ouais, mais oui, c'est mes amis. Ouais. Alors, par exemple, sur les nouvelles formes d'habitat, les enfants de tempête. Oui. Les enfants de tempête sont à l'origine de la coopérative d'habitants, par exemple. C'est eux qui sont venus en portant. C'est eux qui nous l'ont amené, qui nous l'ont vendu, en fait. Pour les usages, en fait, c'est pas résidence principale et puis location à l'année, location touristique. C'est l'équilibre entre tous les usages. C'est-à-dire que ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, on a un usage à résidence principale, résidence secondaire de villégiature. Après, on a de la résidence pour du touristique, on a de la résidence pour les travailleurs saisonniers, on a de la résidence pour les travailleurs tout court à l'année, dont les entreprises ont besoin.
Et puis après, sur l'île-Dieu, on a aussi des besoins de résidence pour tous les gens qu'on fait venir quand on a besoin d'un stagiaire, quand on a besoin d'un médecin, d'un spécialiste, etc. Il faut les loger. Et en fait, c'est cet équilibre qui a rompu pour l'instant et qu'il faut arriver à retrouver. Voilà, c'est pas plus que ça. Moi, il n'y a pas des gens... J'en veux pas, je cherche pas à savoir s'il faut plus de résidence secondaire, plus de saisonniers, plus de machin. C'est juste que là, il y a un équilibre puisqu'il y a des gens qui sont en difficulté. Sur tous ces usages-là, il y a des moments, il y a des entreprises qui sont en difficulté parce qu'elles peuvent pas trouver de travailleurs. Donc, elles sont en difficulté. Donc, il y a un déséquilibre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger à l'année. C'est un déséquilibre, c'est un problème. Donc, il faut retrouver l'équilibre. C'est tout. En fait, c'est le seul but que j'ai, moi, là-dessus. Après, oui. Qui est là? Donc, pour finir, là, on était... Vas-y, pardon. Non, mais aussi, je voudrais rajouter qu'on ne peut pas fustiger ceux qui louent au niveau du tourisme. Enfin, des locations saisonnières, on en a besoin. Des gens qui viennent nous voir pour visiter l'île. Tout le monde travaille avec des touristes. Tout le monde. Donc, non, c'est vraiment pas fustiger les gens qui louent au niveau de la saison. C'est comme dit Manu, c'est vraiment avoir un équilibre. Il y a trop de gens qui viennent me voir et qui pleurent dans mon bureau. Je le répète, vraiment, il y a vraiment des gens en difficulté. Il faut pouvoir répondre à cette urgence. Alors nous, on essaye de faire des choses. On incite les gens à basculer à l'année, mais de toute façon, ça ne sera pas 100%. On le sait très bien. Mais même s'il y en a 10, ça sera déjà bien. Je veux dire, ça répondra à 10 familles qui seront en difficulté. Donc, non, loin de nous l'idée de fustiger les îlets et les autres personnes qui louent à la saison. Vraiment. Oui, je sais. Alors, là, on a les aides qui sont arrivées et après, on essaye... Alors ça, là, on n'est pas mûr, on va dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut essayer d'avoir un dispositif complet et qui ne soit pas que financier, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas... Et puis légalement, on n'a pas le droit de donner de l'argent comme ça. Mais on pourrait très bien... dans les idées qu'on a, par exemple, il y a des personnes âgées, ils ont un studio au fond du jardin qui est vide. Et eux, je pense que c'est une angoisse de louer, quoi, de gérer de la location, tout ça. Donc, on pourrait très bien imaginer à un moment donné qu'on fasse l'accompagnement, c'est-à-dire que le bail, on l'écrit pour eux, la prise en charge, les visites, on les fasse pour eux, et la fin du contrat, on la fasse pour eux, quoi. Enfin, tu vois, ça pourrait, c'est-à-dire que si là, ça permet à, je sais pas moi, 5 ou 10 personnes âgées qui sont toutes seules, qui ont un logement au fond du jardin, d'avoir un complément de retraite et d'être sécurisées parce qu'elles ne sont pas toutes seules, c'est tout bénef, c'est gagné, quoi. Donc il y a des choses comme ça sur lesquelles on réfléchit, mais j'avoue qu'on n'a pas eu le temps de travailler vraiment dessus. On réfléchit. Mais en effet. Ouais. Et c'est pareil, notre idée, c'est par exemple que la mairie se porte caution. Ça serait pas mal ça, parce que souvent les personnes qui louent à l'année, elles retrouvent leur habitat pas forcément dans de bons états. Donc est-ce que justement en mettant en caution, peut-être que c'est une solution. Il y a des solutions comme ça qui existent au Sable d'Olonne. Peut-être prendre appui sur elles. Enfin, nous, on essaye d'avoir des pistes assez larges. On est vraiment au tout début de la réflexion. Mais le travail est assez conséquent et on n'a qu'une agent pour s'occuper de tout ça. Donc, et je la remercie. Il s'agit de Elsa Marché qui travaille beaucoup et qui s'acharne à faire toutes nos recherches, de faire des réunions avec justement les enfants de tempête qui sont force de proposition. Et puis tous les autres idées sont les bienvenues. Alors on a une autre question. C'était pour compléter ce que disait Freddy. Nous aussi, on fait un constat, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de locations saisonnières par les résidents secondaires. On sait que ceux-là, ils ne mettront pas leur maison en location à l'année. Alors, effectivement, on ne pointe pas du doigt, mais c'est une évidence que les locations à l'année qui pourraient se libérer viendraient des locations saisonnières faites par les îlets. Après, moi, je tiens à rappeler, parce qu'effectivement, voilà, on a entendu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de propriétaires qui louent saisonniers, qui ont pu à un moment se sentir pointés du doigt parce que la crise du logement, elle est là, et puis qu'à un moment, on essaye de trouver des solutions. Il faut entendre quand même, et ça, c'est vraiment un constat. Moi, je l'ai entendu, et j'ai discuté avec beaucoup de gens de l'île-Dieu qui ont des maisons
des maisons en location saisonnière qui disent que c'est pas de la spéculation. Beaucoup d'îlets qui ont des maisons, qui ont des résidences qui louent en saisonnier, c'est pour apporter un complément de retraite. C'est parce que s'ils n'avaient pas ce complément, ils auraient du mal à vivre à l'île-dieu. C'est aussi des personnes, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui, qui ont des petites retraites, qui étaient femmes de marins, où beaucoup ont travaillé non déclaré, ça c'est vrai, et elles le disent aujourd'hui. Aujourd'hui, si on n'avait pas ce petit complément en long saisonnier, on vivrait pas les lieux. Donc ça aussi, ouais, voilà, faut l'entendre. Je tenais à le dire. Non, mais on remet pas en cause tout ça. Ah non, mais c'est important aussi de l'entendre, oui, parce oui, que. Oui. Et puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui construisent et ils n'auraient pas pu construire s'ils n'avaient pas fait un petit studio à côté et que le banquier a dit bon ben voilà, je te prête de l'argent à condition que tu fasses un petit studio à côté et que tu le loues à la saison. Pas à l'année parce que c'est pas rentable. Et donc là, on en connaît pas mal et force, bien sûr, on va faire attention. Mais voilà, il faut aussi entendre ces personnes qui sont loin de spéculer avec leur petite location qui leur apporte un complément de salaire sur les lieux, en fait. En fait, je comprends que les gens, ils entendent ça, mais on l'a jamais dit. Non, Manu, mais j'entends. Après, franchement, moi j'ai fait excuse-moi, bon, Manu, Carole. Mais la proposition que vous avez faite sur l'aide aux propriétaires, clairement, moi j'ai un petit logement. Alors pareil, j'ai fait un investissement locatif. Je peux pas louer à l'année parce qu'en plus c'est chez moi. Enfin, c'est ma résidence principale. Mais j'ai fait le calcul. Et c'est comme je rejoins Freddy, faut être incitatif. Et je pense que si les gens font vraiment un calcul. Avec la proposition qui a été faite, faut bien la comprendre par contre. Faut bien l'expliquer. Enfin, c'était assez bien expliqué. Je sais plus où je l'ai vu sur les petits prospectus. Je pense que là, ça peut vraiment inciter des propriétaires qui en ont marre de s'occuper des locations à l'année, puis peut-être que aussi leur emprunt est sur le point de se terminer ou finir. Je pense que c'est une vraie aide. Alors, je sais pas si c'est pour 3 ans et si ça sera reconduit. Ça, c'est une question. C'est un essai, et après j'ai envie de dire, ça peut répondre à l'urgence aujourd'hui, parce que quand vous nous dites on a des projets, c'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, l'urgence elle est là, tout de suite maintenant. Et je me dis s'il y a des propriétaires qui se lancent là, même que pour 3 ans, j'ai envie de dire, parce que vous les aidez, bah c'est 3 ans de gagner. C'est bien, bien pour cela qu'on l'a fait, et on a des résultats en fait. On commence à avoir des gens qui... Non. Là, on a du monde qui vient se renseigner. On a des dossiers qui ont été acceptés, donc il y a des bails, des baux qui vont être signés, et on en a en études qui vont passer, quoi. Donc ça fonctionne. Après, je suis pas fou, hein, on sait très bien qu'entre aller louer à la saison toutes les semaines et puis louer à l'année, c'est pas 5 000 € qui vont changer la donne, quoi. C'est un ensemble de plein d'autres choses, quoi. Et un côté de quelqu'un qui a envie et qui, en plus, le peu des aides autour fait que ça fonctionne. Mais il y a pas un seul cas. Il y a pas, il y a entre les jeunes qui investissent, celui qui a payé son bien, l'histoire elle n'est pas la même. Donc voilà, nous, le truc c'est pas de dire qu'on veut pas ceci, qu'on veut pas cela, c'est de dire comme il manque, le parc locatif est en train de fondre et qu'il manque de la location, c'est d'inciter, d'aider les gens à mettre à l'année. Voilà. Et on sait qu'on ne va pas en gagner 500 dans l'histoire. Mais si on en gagne 50, ça sera une belle réussite. Et il y aura d'autres choses à côté. Il y a les histoires d'accession à la propriété, il y a des nouveaux types de... Il y a le fait qu'on va racheter des maisons et qu'on mettra à l'année. En fait, ça va être cet ensemble. Si c'est 10 par-ci, 10 par-là sur chaque dispositif, à la fin, ça fera peut-être 50, 60 maisons qui resteront des résidences à l'année. Ça sera pas mal, quoi. On aura peut-être inversé un mouvement, on l'aura peut-être un peu mis dans l'autre sens, quoi. Là, ce soir, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, voilà, j'ai trouvé une location à l'année à partir de la fin d'année. Et en fait, ce sont des gens des enfants qui ont hérité d'une maison de leurs parents et au lieu d'avoir une résidence secondaire, voilà, ils ont fait les travaux et ils l'ont mis à l'année parce que non seulement
ils vont pas payer la taxe d'habitation, la surtaxe, là, les 60%, puisque quand on loue à l'année, eh ben, on n'a pas cette taxe d'habitation. Et puis en plus, ils vont avoir ces 5 000 €. Ça a été une petite incitation, je pense. Voilà, une belle réussite, quoi. Et peut-être que ça va se multiplier au niveau de ces cas-là, j'espère en tout cas. Donc on va continuer, puisqu'il est déjà presque 22 heures. Ah oui. On va parler maintenant, un gros point qui arrive. On a parlé des logements solidaires, on a parlé des nouvelles formes d'habitat, et on va parler maintenant des locations touristiques. On a évoqué vite fait le sujet un peu tout à l'heure, et surtout de comment les réglementer. Alors, si on doit les réglementer, si on peut. Le fait d'avoir été reconnu en zone tendue nous a donné encore une autre chose, c'est ce qu'on a de mettre en place le changement d'usage sur la commune. Alors, c'est quoi le changement d'usage? C'est que c'est compliqué, hein, attention. C'est en gros de pouvoir réglementer les meublés touristiques sur votre commune. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire, qui était réservé au centre-ville des grandes villes, comme un outil pour réguler en fait le parc de la ville. On y a droit. Alors pourquoi est-ce qu'on va le faire? On a une augmentation des meublés de tourisme à l'île-Dieu, comme partout sur le littoral, à la montagne, en Corse, etc. À un moment donné, la conséquence, c'est que c'est une diminution du parc locatif. Donc on a perdu 100 locations à l'année en 10 ans. Une autre conséquence de tout ça, c'est que ça participe à l'augmentation du foncier, du bâti, de la construction, etc. Puisqu'en fait, si c'est vrai, les études sont en place. Oui, mais tu ne seras jamais d'accord, mais c'est pas. Oui, je sais. Ensuite, oui, c'est vrai. Ça y est, j'ai perdu. Si. Donc, on est parti de là-dessus. Donc, le truc, c'est de dire, on revient à nos équilibres des usages entre avoir de la résidence principale, avoir de la résidence en villégiature, de la résidence touristique, du saisonnier, du travailleur, etc. Il faut qu'on régule. C'est-à-dire que c'est une activité qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc, à un moment donné, il est tellement plus rentable d'être sur de la location touristique que d'être sur de la location à l'année. Et ce qu'on voit arriver aussi depuis un certain nombre d'années, c'est des gens qui viennent investir sur les îles pour faire de la location touristique. C'est-à-dire qu'ils viennent même pas sur un coup de cœur en disant « je viens en vacances ici et je fais un complément de revenus grâce à ma résidence secondaire ». Ils viennent, ils appellent les agences en disant « moi, je veux acheter une maison sur l'île-Dieu, faire de la location touristique parce qu'on me dit qu'il faut aller investir sur les îles actuellement ». C'est en gros ce qu'on dit aux conseillers en patrimoine, etc., depuis 2-3 ans. Donc les îles, il faut y aller maintenant. Dans quelques années, ça sera fini, tout ça. Donc, on a des gens qui appellent des agences ici ou à Belle-Île ou à n'importe où, qui disent « vous pourriez me trouver une maison sur une île », mais n'importe quelle île, s'en fiche. Donc, des fois, il y a l'agence de Belle-Île qui appelle une des agences de l'île-Dieu en leur disant « tu n'aurais pas un bien sur l'île-Dieu, parce que là, j'ai quelqu'un qui cherche tel type de bien, tel niveau, je ne l'ai pas sous la main, mais il s'en fiche de où le prendre, il veut à l'île-Dieu ». Donc, ce que je rappelle, c'est que le meublé de tourisme ou le Airbnb, comme on dit souvent, à la base, c'est je loue ma résidence principale quand je suis en vacances ou quand je suis pas là pour faire un complément de revenus. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le résident secondaire qui loue sa maison, celui qui a une résidence principale, on prend beaucoup de gens à l'île-Dieu qui ont leur studio au fond, notamment les jeunes qui ont construit leur studio. Ils ont habité leur studio, ils ont construit la maison, maintenant ils habitent dans la maison et ils louent le studio en résidence en meublé de tourisme. Ça participe de leur équilibre financier pour payer leur maison et puis le coût de la vie à l'île-Dieu et puis les enfants qui font des études, etc. Ça, c'est pas le souci, il n'est pas là. Le souci, il est qu'à un moment donné, ça devient un vrai business et donc l'investissement pour faire du Airbnb se développe sur l'île-Dieu et donc à un moment donné, on est sur un territoire fini. Donc, soit on fait de la résidence principale, soit on fait de la résidence de villégiature parce qu'on accueille des gens qui ont des coups de cœur sur les lieux, soit on loge nos travailleurs et les saisonniers, soit on laisse des gens qui font de l'investissement et de l'argent sur les lieux. Alors après, j'ai conscience que en faisant ça, ils font venir des gens qui font du tourisme à l'île-Dieu et donc qui participent à l'économie de l'île-Dieu. Voilà, donc c'est là où c'est pas si simple que ça de trouver le truc. Le règlement, donc pour revenir au changement d'usage, c'est-à-dire que quand vous avez le droit de la mettre en place, c'est-à-dire que l'État vous dit, vous, sur votre zone, vous êtes en zone tendue, vous avez le droit de réguler
vos meublés de tourisme. Vous avez le droit de réguler un peu votre accueil touristique, on va dire. Donc, on y a droit, on va le mettre en place. Ça veut dire que chaque personne, le changement d'usage, c'est quand vous avez un bien et que vous changez son usage, c'est qu'une habitation principale devient quelque chose que vous allez louer à la semaine ou à la journée. Donc, dès lors que c'est sur la commune en entier, toute personne qui met en location touristique un bien doit le déclarer en mairie, d'accord, et doit, comme on est reconnu zone tendue et qu'on a le droit de réguler, on va pouvoir faire un règlement du meublé touristique. Et la personne qui veut louer son bien doit respecter le règlement qu'on va faire. Une fois qu'il a fait ça, il est inscrit, etc. Et le truc, c'est que quand il veut mettre la publicité pour son bien, en fait, il va avoir son numéro d'enregistrement qui sera allé avec son numéro SIREN, etc. Donc, il sera déclaré. On a beaucoup de meublés de tourisme. Ce qui est marrant, c'est qu'on pense qu'il n'y en a que la moitié qui sont déclarés à l'île-Dieu, déjà. Donc, ça veut dire qu'il y en a la moitié qui ne déclarent rien du tout. Non, c'est vrai. J'ai dit je pensais. Penser, c'est pas certain. Non, j'ai des doutes sur le diagnostic encore, parce qu'en effet, j'ai des doutes sur la part non connue. Voilà. Mais je peux me permettre d'avancer ce que je pense. Ben oui, mais je suis là pour ça. Si tu T'es un champion. Bon, bref. Donc, on va réguler. Donc là, on est parti sur le système. On va créer un règlement. Le règlement, c'est ce qu'on entend parler sur Saint-Malo, le Pays Basque, des choses comme ça, où c'est, par exemple, vous dites, la personne qui met 3 biens en location, elle a une histoire de compensation. À partir du deuxième, le troisième doit être à l'année. C'est-à-dire que, voilà, vous avez le système de quotas. Vous pouvez décider que sur votre territoire, vous pouvez connaître que sur votre territoire, vous en avez 1000. Vous pouvez décider que c'est assez. Et donc, à 1000, c'est fini. Celui qui arrive après les 1000, il est sur une liste d'attente. Tant qu'il n'y en a pas un qui sort, lui, il ne peut pas rentrer en meublé touristique. On a ça. On peut avoir des zonages. Ça se fait beaucoup dans les villes. C'est-à-dire que sur les arrondissements où les gens ils sont en train de craquer, ou dans leur immeuble, ils sont plus que 2 à vivre à l'année et il y a 8 apparts qui sont en Airbnb, actuellement, on peut décider que sur un arrondissement de Paris, par exemple, on peut dire qu'il y aurait que 20% de meublés touristiques sur cet arrondissement parce qu'on veut rééquilibrer et qu'on veut protéger la vie à l'année des gens. Bon, voilà, c'est des leviers que la loi nous donne. Donc maintenant, il faut qu'on écrive ce règlement. Et dans le règlement, il faut pas se planter. C'est-à-dire que les règles, si on fait des règles et qu'on fait les choses à l'envers, on va peut-être pas atteindre les cibles qu'on veut atteindre, et puis on va peut-être faire du mal aux cibles qu'on veut pas atteindre. Donc là, on est sur la phase de diagnostic. Le diagnostic va être donné à un cabinet qui est spécialisé sur ces choses-là et qui va nous accompagner dans la rédaction du règlement. Voilà, là on en est là, donc le diagnostic va être fini et on va travailler, on va dire, à partir dans 1 mois avec le cabinet qui va nous aider à avancer là-dessus. Normalement, c'est pour la rédaction sur 2024 et la mise en application à partir de 2025. Ce qui est important de savoir sur les cibles, alors, le changement d'usage, toute personne qui met un bien en vente doit avoir son numéro d'enregistrement. En location. En location, pardon. Ensuite, toutes les personnes qui, elles, vont être contraintes par le règlement, de suivre le règlement, sont les gens qui font de la location, mais pas les gens sur leur résidence principale. C'est-à-dire que les gens qui louent leur résidence principale, ils ont une possibilité de louer comme ils veulent à hauteur de 120 jours, jusqu'à 120 jours. Après, ils changent de statut. D'accord ? Ces gens-là ne sont pas contraints. C'est-à-dire que quand vous louez votre résidence principale, si par exemple on est sur les quotas des 1000, si vous arrivez, vous avez le 1001, mais vous êtes en train de louer votre résidence principale, vous ne rentrez pas dans cette histoire. Mais vous devrez être enregistré quand même. D'accord ? Donc ça, c'est pour tout ce qui est résidence secondaire. D'accord ? Donc voilà, ça c'était le truc que j'avais. La loi qui est passée il y a 2-3 jours à l'Assemblée, donc retravaille sur la fiscalité des différents trucs, et elle a aussi mis un truc, c'est qu'elle a rajouté la possibilité de mettre les quotas. Parce que pour l'instant, toutes les villes
qui mettaient en place le changement d'usage avec le numéro d'enregistrement étaient attaqués, soit par des sociétés de conciergerie, soit par Airbnb, soit par des propriétaires qui ont souvent plein de logements, en fait, qui, eux, se sentaient vraiment contraints. Et à chaque fois, soit le règlement était suspendu, ajourné, bloqué ou refusé, et notamment à cause des quotas, puisque, en gros, quand vous êtes attaqué, vous devez prouver que le parc de location saisonnière est venu contraindre et diminuer et empêcher les gens de se loger à l'année. Si vous n'êtes pas capable de prouver ça, en fait, vous perdez et à ce moment-là, on repart dans un système libre. Donc voilà. Donc c'est assez compliqué à faire. Donc là, on est parti là-dessus. Ce qu'on veut protéger, quand on parlait tout à l'heure. Alors, la chambre chez habitant ne rentre pas là-dedans non plus. Non, mais juste parce que je viens de penser en... Le règlement, tu dis que vous allez mettre en place, ça sera pour les résidences secondaires. Oui. D'accord. Et j'avais une autre question concernant les logements aujourd'hui qui ont été classés au niveau de l'Office du tourisme. Il n'y a pas d'enregistrement. On n'a pas de numéro, en fait. Et on nous a dit... Moi, j'ai voulu m'enregistrer, je ne peux pas. Je suis classée. Mais alors, j'ai appelé la mairie, j'ai appelé l'office. On nous a dit que de toute façon, il n'y avait pas de numéro. C'est normal. Tous les gens du lieu qui ont été classés, enfin, ceux qui sont classés, il y en a qui sont classés. Ceux qui se sont fait classer... Si, Manu. Voilà, il n'y a pas de numéro. Mais c'est normal, on ne l'a pas encore fait. Oui, mais au moment où on a été classé, à l'époque, depuis toujours, ça ne s'est jamais fait. Ça aurait pu se faire à ce moment-là, ça ne s'est jamais fait. Donc on n'a pas de numéro. Oui, les meublés classés aujourd'hui, mais j'ai eu l'office du tourisme parce que je ne sais pas, il y avait peut-être quelqu'un qui l'a fait aussi. Et ils m'ont dit on n'arrête pas d'avoir des appels parce que les gens demandent à avoir leur numéro alors qu'ils ont été classés, mais il n'y a rien qui dit qu'on a été classé. On a juste une attestation de... Donc c'est pas ça. C'est pas ça l'enregistrement. Si, ça va être ça. Ouais, on va le mettre en place en fait. Ça veut dire que parce qu'on pouvait pas le mettre. C'est toute une organisation à mettre en place. Mais on va le faire. Tous les meublés qui sont classés aujourd'hui vont demander leur numéro. Voilà. D'accord. C'est ça. Tout le monde. Mais faut se refaire classer ou faut Non. Non, c'est le fait d'avoir un. Vous allez nous donner un numéro. Voilà, c'est une déclaration. Tu vas aller le demander. Je vais rien te donner. Non, c'est en fait chaque propriétaire qui loue devra se déclarer auprès de la mairie ou de l'office de tourisme, on va voir, mais en tout cas devra demander un numéro d'enregistrement. Voilà. Normalement, c'est déjà le cas à la mairie. Tu dois, quand tu loues, te déclarer auprès de la mairie. Voilà. Ceci dit, c'est rarement le cas. Et comme on ne veut pas la chasse. Non, on en a quand même. Non, on en a. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec la taxe de séjour, ce que je viens de dire. Alors, sur le règlement, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le règlement qu'on va faire, on va avoir... les gens en résidence principale ne seront pas assujettis au règlement, on va dire, mais à l'enregistrement, ça oui, tout le monde devra avoir son numéro. Sur les résidences secondaires, on va dire que les gens qu'on ne veut pas toucher, qu'on ne veut pas embêter, on va dire, c'est quand on parlait de ce schéma à l'Île-Dieu avec le studio au fond du jardin, que ce soit les anciens qui ont ça, un ancien garage ou un ancien qui est devenu un studio. Ça, les gens qui ont leur studio, les jeunes qui font du complément de revenus et ça leur permet de bien vivre à l'Île-Dieu, ça, il ne faut pas aller là-dessus. Ce n'est pas ça qu'on veut faire, d'accord ? Ce qu'on veut, c'est, d'une certaine manière, ce qu'on veut, c'est limiter l'augmentation, parce que quand on voit la courbe d'augmentation sur les meublés de tourisme, il y a un moment donné, il faut que ça se calme aussi. Donc ça, il faut qu'on limite. Et après, c'est tout ce qui est personne qui vient investir. C'est-à-dire que celui qui vient investir, il faut qu'on arrive à garder des gens qui soient là parce qu'ils ont un coup de cœur ici, parce qu'ils habitent ici, parce qu'ils viennent travailler. Celui qui vient investir ici, qui commence à acheter 4 baraques et qui fait que du Airbnb,
Celui-là, en fait, je vois pas, il nous fait plus de mal que de bien, quoi. Même s'il amène du tourisme, en attendant, il est en train de prendre du foncier, de construire des maisons et de faire du pognon. Oui, mais s'il est sur un coup de cœur et qu'il vient habiter ici tous les étés et que c'est là, lui, de toute... Non, parce que s'il est sur du complément de revenu et il fait ça avec sa maison, sa résidence secondaire. Mais celui qui en a 4, il est plus en train d'avoir un coup de cœur et de venir en vacances avec ses enfants. Il est en train de faire du pognon, clairement. Eh ben, on peut contraindre le nombre de maisons, par exemple. Après, tout ça, c'est là où c'est hyper compliqué à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cible bien et il faut que le cabinet nous aide à mettre des règles qui vont toucher les cibles et qui vont protéger les gens qu'on veut protéger, quoi. Voilà. C'est pour ça que ça ne va pas se faire en 15 jours. Hein. Oui, tout à fait. Et il faut que ça soit fait dans la légalité. Ça, c'est le truc. Et après, l'autre chose, c'est qu'il va falloir définir le temps donné à tout le monde pour s'adapter à ce changement. C'est-à-dire que c'est pas... on fait une délibération au conseil municipal et demain, c'est parti, quoi. Parce que de toute façon, il va falloir que tout le monde vienne s'inscrire, s'enregistrer, il va falloir expliquer ce qui se passe à tout le monde. Donc, il va y avoir un grand temps de communication, d'information avant que ça se lance. Mais voilà. Et le but, il n'est pas tout d'un coup d'enlever la moitié des locations saisonnières ou de faire quoi que ce soit. Hein. Il est juste de le réguler et par rapport à une recherche d'équilibre, en fait. Voilà. Bah déjà, c'est pas en place, déjà. Donc on n'a pas encore le produit. Le 1,5 million, on ne l'a toujours pas. Ça sera qu'en 2025. Donc, non, 2024. Fin 2024. Mais là Oui. On va le recevoir au fur et à mesure de l'année. Au fur et à mesure d'année. Ah, je croyais que c'était en automne 2024. En tout cas, non, on n'a pas vu ça, une augmentation des prix, je ne sais pas. Je pense que peut-être l'office de tourisme pourrait répondre à ça, mais je ne sais pas. Franchement, puis c'est pas le but, hein, vraiment. Le but, c'est d'avoir un produit, des fonds pour pouvoir investir dans le logement à l'année, pour les îlets, en fait. Pour l'île-Dieu. Pour les dieux. Mais tout ça, en fait, on va... Oui, lundi, ils ont voté pour que les sociétés... Parce que c'est technique hein, quand même l'histoire, mais en gros, pour l'instant, le changement d'usage ne touchait que les personnes physiques. Donc, il suffisait que tout le monde passe en société et puis c'était réglé l'histoire. On ne pouvait pas contraindre les sociétés. Et l'autre truc, c'est que l'autorisation du changement d'usage, on peut le mettre, par exemple, pour 2 ans renouvelables. Imaginons qu'on mette un levier, je ne sais pas moi, on veut que des logements classés. Vous rentrez, 2 ans après, vous n'avez pas fait votre classement, vous sortez du... Bon, c'est un exemple, je ne suis pas en train de dire qu'on allait faire ça. Et les sociétés, elles, dès lors qu'elles étaient autorisées une fois, l'autorisation, elles ne l'avaient pas pour 2 ans comme les personnes physiques, elles l'avaient à vie. Donc, tout le monde passe en société et puis c'est réglé l'histoire. Là, les députés, dans leur grande sagesse, ont décidé lundi de mettre les sociétés dans la même case que les personnes physiques. On verra. On verra. Après, si tu es sûr. On verra. Oui, mais à la fin, c'est quand même l'Assemblée qui décide. Oui. Non, mais qui suit? Notre sénateur préféré, lui, suit, puisqu'ils ont des échanges. Les 3 suivent. Notre député ne suit pas. J'ai encore reçu des SMS ce matin. Je peux vous dire qu'on est dessus. Enfin, voilà, il y a une mobilisation, du lobbying qui est fait de notre part pour justement crier au secours, quoi, hein, que les sénateurs se mobilisent et qu'ils comprennent que nous, on coule là. Donc, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. De toute façon, on les surveille. Donc, de toute façon, quand ils viendront cet été en vacances... Là, je peux vous assurer qu'il y aura des réflexions, hein, ça c'est clair. Il y a Manu qui les attend. Ouais. Surtout un. C'est trop pas de mal. Est-ce qu'on a terminé sur la réglementation donc des logements touristes? Il est déjà 10h15. Ouais. Déjà 10h15. Peut-être juste des questions. Est-ce qu'on a quelques questions sur ce règlement donc de location saisonnière?
passer à la conclusion. Voilà, on va passer à la On va conclusion. terminer cette troisième table ronde. Donc, Il nous restait 2 petits thèmes qui étaient plus des thèmes d'information sur notamment, par exemple, l'aide des 5 000 € sur la remise en location, des choses comme ça. Mais l'information, elle passe depuis cet automne, donc je pense que on peut passer. En conclusion, je vais faire une petite conclusion. En fait, alors, de ce qu'on disait sur la fiscalité, les choses comme ça, il y a une loi qui est passée à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut faire une loi sur le logement au printemps. Donc, les choses, elles vont bouger. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui est vrai, mais ce sera peut-être pas vrai dans quelques mois. Donc, ça, il va falloir qu'on évolue vis-à-vis de ça, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Ce qu'on a vu ce soir, c'est en gros ce qu'on a réussi à avoir depuis 2 ans, ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on essaye donc en fait dans ce qu'on essaye de mettre en place, il y a des nouvelles formes d'habitat. Donc il y a celles qu'on lance et puis après il y a celles qu'on réfléchit. Et là-dessus, on est en train de faire du lobbying, c'est-à-dire qu'on est en train, avec l'association des îles du Ponant, de contacter les députés, les parlementaires, les sénateurs. Le ministère, parce qu'en fait, sur la loi sur le logement, ils sont partis normalement pour faire des groupes de travail, auditionner les gens, les communes, les maires, etc. Donc, on essaye de rentrer là-dedans pour pouvoir être entendu et pour pouvoir faire valoir le fait que les problèmes des îles sont les mêmes problèmes qu'en face, mais à une puissance 10, parce qu'en fait, quand on prend le diagnostic et quand on prend les moyennes quand on prend le moyenne de ce qui se passe en face, que ce soit l'augmentation du foncier, que ce soit etc., c'est toujours plus ici. Donc le blocage, il est encore plus fort chez nous qu'en face, même si en face, c'est compliqué aussi. Donc on essaye de faire reconnaître ça et donc de pouvoir faire adopter des règles qui nous soient spécifiques, ou en tout cas que les règles que les députés vont faire par rapport à l'habitat, le logement, etc., ils aient à un moment donné l'intelligence de mettre une petite adaptation pour nous, enfin pour nous, pour les autres îles en fait. Donc là, il n'y a pas longtemps, on a fait une visio avec un député corse parce qu'il travaille là-dessus, ils sont assez actifs, donc on va se rapprocher d'eux pour essayer de travailler avec eux. Je ne sais pas si vous aviez entendu la loi 3DS qui est la reconnaissance de la spécificité des îles. Bon, on est à un stade où on se dit, on va écrire un amendement, puis on va aller demander à nos députés de porter un amendement qui fasse reconnaître que les îles, elles doivent être traitées différemment. Alors, on a par exemple le droit de préemption, Carole l'a dit, on préempte, on se fait retoquer. Il nous faut un droit de préemption élargi, renforcé, si on veut faire de la réserve foncière et si on veut acheter du bâti. Le surcoût, il faut qu'on ait une aide sur le surcoût. Les nouvelles formes d'habitat, quand on parlait des coopératives et du BRS, le problème c'est que le BRS, il est tellement encadré que il y a des gens qui peuvent pas. Donc il faut qu'à un moment donné, l'idée serait de se dire tiens, est-ce qu'on peut différencier le foncier du bâti pour tout le monde? C'est-à-dire le foncier reste public et puis les gens ils construisent leur maison. Ça n'existe pas en fait. On peut pas. Chaque fois qu'on rencontre des gens, des spécialistes, on leur dit vous voudriez pas creuser, voir si ça existe? Ils nous disent oui. Bon, en fait, personne ne trouve. Donc ça veut dire que ça doit passer au Parlement et ils doivent réinventer des choses, quoi. Donc on est à travailler là-dessus actuellement. Sachant que si on reprend si on reprend ça, c'est ce qui est important à retenir par rapport à ce qu'on est en train d'essayer de... C'est-à-dire réfléchir à l'île-dieu, mais plus tard, pas sur aujourd'hui. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à maîtriser le foncier ou en tout cas maîtriser la spéculation. Donc les gens, que ce soit en Bretagne et en Corse, sont en train de travailler eux aussi là-dessus. C'est ce qu'ils demandent depuis des années. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas, mais ils ont le sentiment qu'on commence à les écouter devant l'urgence du problème. On a droit de préemption élargie, prise en compte du surcoût, notion de servitude. Alors la notion de servitude, c'est une nouvelle notion. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir, à un moment donné, définir des zones dans lesquelles tout nouveau projet de logement sera à usage de résidence principale. Alors, ça doit rentrer dans le PLU, etc. Pour l'instant, ça a été mis dans la proposition de loi qui est arrivée le 29, il y a 3 jours. Et ça, si ça passe, et alors ça, c'est les Corses, ils disent ça fait 10-15 ans qu'ils le demandent, et enfin, ils ont l'impression d'être écoutés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous sanctuarisez limite une zone, et vous dites tout nouveau projet. Ça veut dire ce qui est existant est existant, mais tout nouveau projet
qui voit le jour doit être à vocation de résidence principale sur cette zone. Ce qui veut dire que quand la maison elle est vendue, elle reste une résidence principale. Donc on revient sur l'histoire d'avoir une résidence principale pérenne, accessible, puisque si ça reste une résidence principale, il faut qu'il y ait en face quelqu'un qui ait les moyens de l'acheter. Donc le prix ne sera pas non plus en fonction de la manne d'acheteurs possible actuelle, elle sera en fonction ce sera une sorte de marché local, quoi, en gros. Donc ça, c'est des nouvelles notions qui sont en train d'arriver, qui risquent de se mettre en place à un moment donné. Donc on est vraiment là-dessus. Donc c'est-à-dire que toute l'action publique, c'est pérenniser la résidence principale, rendre accessible la résidence principale, les sortir de la préemption. Enfin, de la préemption, de la spéculation. C'est le seul moyen pour qu'à un moment donné, il y ait un parc de résidence principale, que ce soit de la propriété ou de la location, qui soit suffisant pour que les gens à l'Île-Dieu trouvent un logement. En fait. On pense ça, et on est en train de travailler là-dessus. Maintenant, on peut prendre un petit moment où vous nous dites ce que vous pensez de ça, ou alors si vous avez des idées, on est preneur aussi. J'ai une question. Manu, moi j'aime bien maîtriser la spéculation. Est-ce qu'elle n'est pas aussi due au fait qu'on a trop de permis de construire actuellement? Carole parlait tout à l'heure du fait qu'on arrivait à des sommets pour lever des fonds pour le logement social à 4 000 € le mètre carré. Est-ce que, moi, quand je connais des entrepreneurs de Vendée qui me disent l'Île-Dieu, c'est l'Eldorado. Est-ce qu'on n'est pas sur le chien qui se mord la queue, en fait, à donner trop de permis de construire, à avoir créé finalement nous-mêmes une sorte d'Eldorado, et aujourd'hui on en est la victime? Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas temps de penser à réviser le PLU et à rediminuer ces permis de construire pour essayer de maîtriser quelque chose qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui? En fait, tu as donné la solution, hein. C'est réviser le PLU, effectivement. Le PLU, on y est contraint. Aujourd'hui, on aimerait le réviser, effectivement. Mais on a des moyens humains tels que là, actuellement, c'est pas possible. On n'a plus de directeur d'urbanisme. Je vais être transparente là aussi. Depuis 1 an, à peu près, ou peut-être 6 mois, là. Mais elle n'a jamais pu avancer sur ce sujet. Et en fait, on n'arrive pas à recruter. On n'arrive pas à recruter. Et puis, même si on le met à... Moi, j'aimerais bien payer un cabinet d'études pour faire mon PLU. Sauf qu'il faut que ce soit fait en interne. Il faut que la personne puisse, avec le cabinet d'études, parce que de toute façon, il y en aura un qui sera dévolu à ça, mais il faut une personne interne qui puisse travailler avec ce cabinet d'études, mais presque tout le temps, quoi. Les 35 heures, il faut qu'elle puisse vraiment avoir le temps, et on n'arrive pas à recruter. On n'arrive pas à recruter. J'ai mis ces annonces depuis 6 mois et je n'ai personne, quoi. J'ai 6 mois, hein. Ouais. Oui, parce qu'elle est partie depuis 8 mois, mais on a essayé de recruter bien avant. Et c'est ça mon souci actuellement. Et c'est vrai, c'est la solution. C'est tout à fait la solution. C'est de refaire ce PLU qui a été fait à un moment donné et qui convenait. Mais en fait, là, il convient plus du tout, quoi. Il est plus du tout adapté. Et en fait, moi, je peux pas refuser des permis de construire qui sont en adéquation avec ce PLU. Donc voilà, je suis coincée. Alors peut-être pas réduire, enfin réduire dans certains quartiers peut-être. Tout ça, on va aussi le voir dans cette stratégie locale d'habitat, c'est-à-dire faire des zones, par exemple, enfin je sais pas moi, dans le port par exemple, peut-être densifier pour pouvoir construire moins, c'est-à-dire peut-être plus en hauteur. J'en sais rien, je dis ça, je dis rien, je sais pas. Ou alors peut-être dans d'autres zones, les villages, peut-être pas plus que les villages, etc. Donc ça c'est un gros travail, hein. Vraiment. C'est au moins 4 ans. Je vois le PLU qui avait été fait, je crois par l'équipe précédente avec Patrice Bernard, Monsieur Dupont, etc. Ils avaient mis 4 ans à le faire, hein. C'est énorme comme travail. Donc, mais c'est vrai qu'on commence déjà à penser à la fermeture du robinet. Hein, parce que, sauf que tu n'as pas le droit. Voilà. C'est ça. Sauf qu'on n'a pas le droit, comme tu dis. Après,
Le problème aussi, si je peux me permettre, parce que là, c'est mon volet environnement qui va parler. À un moment donné, sans parler de continuer à imperméabiliser et à toujours construire plus en hauteur sur les côtés où on veut, même si on prend moins de place comme ça, qu'on en prend comme ça, on va quand même se heurter à la gestion des ordures ménagères, à l'assainissement. L'île-Dieu, c'est petit par plein de points de vue. Donc, je pense que de toute façon, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir dimensionner plus sans étaler la fréquentation sur l'année. Oui, et puis j'irai dans ton sens et encore plus loin, parce que derrière tout ça, c'est quel projet de société dans un cadre de changement climatique, production de CO2 et autres méthane et saloperies, biodiversité, et la multiplication des bâtiments, donc principalement des résidences secondaires, pose un problème. C'est-à-dire que si on veut rester à 2% d'augmentation du CO2, il faut produire moins, différemment, et d'autres choses peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui. Et malheureusement, je pense que la prolifération des résidences secondaires sur les îles partout, en Bretagne, comme en Corse, comme sur la côte ou à la montagne, ne va pas du tout dans ce sens-là. D'autant plus que, si après on compte les allers-retours de transport que ça génère, etc., là on est dans un mode de société qui n'est plus tenable, tout simplement, à terme. On est déjà rendu à, on avait dit 1,5 degré, on est rendu à 1,7 degré pour la France. Voilà, je pense qu'il faut aussi que derrière tous nos choix, il y ait cette réflexion en permanence, parce que sinon, on va se planter. C'est-à-dire que dans 10 ans, ça ne sera pas le problème du logement qui sera principal, ce sera le problème du changement climatique. Quand on aura des températures qui monteront à 50 degrés pendant quelques jours, là, ça va faire des dégâts. Donc, c'est déjà commencé. Nous, on n'est pas concernés parce qu'on est assez haut, mais l'Espagne n'est pas très loin. Et je pense que si on ne raisonne pas dans ce sens-là aussi, il ne faut pas réagir simplement à l'immédiat. Il faut aussi penser sur le long terme, y compris pour le logement. Et je pense que le PLU prendra en compte effectivement de l'érosion côtière, de l'élévation du niveau de la mer, des nouveaux matériaux aussi, qui permettront d'être peut-être moins chers et peut-être en adéquation avec l'avenir, avec ce réchauffement climatique, effectivement. C'est tout un chantier et c'est vraiment très très long. On ne va pas pouvoir le faire dans l'immédiat. Effectivement, on travaille dans le long terme au niveau de la mairie. Mais sur les permis, les choses comme ça, en fait, de toute façon, on ne peut pas, parce que le maire, on lui a juste donné la délégation de signer un permis. C'est l'État qui le signe au final. Et oui, heureusement. Et donc, dès lors que la personne dépose un permis qui suit les règles, tu n'as pas le choix que de le signer, quoi. Ouais. Sinon, voilà. Et tu ne peux pas demander à ton agent qui signe d'aller doucement, parce qu'en fait, c'est lui que tu mets dans l'illégalité. Donc voilà, Donc en fait, c'est les règles qu'il faut changer. Mais en effet, alors là, on va un peu philosopher, mais en gros, on peut quand même se poser des questions sur... Tu es sur un territoire de 30 km² comme ça, et que tu veux protéger ou tu veux habiter. Il y a à un moment donné des résidences secondaires de 250 m² sur 2000 m². Est-ce que ça a encore un sens, quoi? Voilà. Et à part ça, tu fais des lotissements où tu fais des parcelles de 300 m² pour que les gens ils vivent à l'année. On peut pas bien vivre avec un système comme ça. Enfin, c'est le vivre ensemble, bien vivre ensemble. Et là, ça questionne. Mais ça questionne quand on parle avec les Corses. C'est la même chose. C'est-à-dire que le sentiment de dépossession de leur territoire, de leur culture, des gens. Alors, quand on parle du logement, on parle de tout ça. On parle pas que de 4 murs avec un toit, en fait. On parle de ça, c'est-à-dire qu'aller voir des gens qui arrivent, qui mettent 1,5 million et qui ont une maison de dingue pour venir 15 jours, quand toi, tu as du mal à te loger, c'est un problème. Tant qu'il n'y avait pas de problème de logement et que les gens qui venaient ici construisaient... J'ai discuté avec des résidents secondaires qui sont là depuis très longtemps. Ils me disaient quand on est arrivé, en fait, on regardait les maisons de l'Île-Dieu et on a fait la même maison que les gens de l'Île-Dieu dans la rue, en fait.
puisque voilà, on avait un coup de cœur, on voulait s'intégrer, rencontrer du monde, vivre quelque chose. C'était pas juste, ils consommaient pas juste 15 jours au mois d'août, quoi. Un lieu de vacances et de villégiature. Et donc, quand on voit certains trucs, ça pose question, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà. Et tout ça, c'est pas du ressort de la commune, c'est qu'à un moment donné, ça doit remonter, et ça doit remonter via les députés sur comment les gens, comment est-ce qu'on va vivre tous ensemble dans 20, 30, 40, 50 ans, quoi. Ça. Oui, c'est pour ça. Déjà, ouais. Ouais. Je suis prêt, moi, je suis au taquet. Surtout pas. Ça, c'est une fake news, oui. Je suis prêt de Est-ce que la loi littorale, à côté du PLU, ça peut être un levier aussi pour freiner la surchauffe du bâtiment sur les lieux Alors, La loi littorale, elle est déjà depuis 1986, d'accord? Donc, elle est déjà en place, la loi littorale. Donc, je vois pas comment elle pourrait être en plus, une norme de plus. Non, c'est à nous, au niveau du PLU, qu'on doit vraiment, un petit peu restreindre les permis de construire, effectivement, peut-être densifier dans certains endroits, moins dans d'autres, des choses comme ça. Mais la loi littorale, je vois pas dans... La stratégie, elle va servir à ça. Après, la loi littorale, on a une lecture, toutes les îles, tout le littoral a une lecture douce de la loi littorale. Donc, si on mettait une lecture stricte de la loi littorale un peu plus dure, en fait, ça permettrait de beaucoup moins urbaniser, ça c'est évident. Le truc, c'est qu'en attendant, l'autre risque, c'est que ça nous bloquerait sur un paquet de projets qui sont très importants, structurants pour la commune. Donc, j'y ai pensé, moi, j'ai commencé à regarder, et en fait, t'as peur de faire la connerie de ta vie, quoi. En fait, de bloquer ton propre système en ayant une bonne idée. Mais la lecture stricte permettrait de moins urbaniser, ça c'est sûr. Oui, mais pas que, quoi. C'est une arme à double tranchant, quoi. Ouais, voilà, non, c'est ça. Mais en termes d'urbanisme, oui, on a une lecture, toutes les îles, tout ça, tout le monde a une lecture très légère de la loi littorale, quoi. Ce qui est assez... personne ne dit rien, mais... voilà. Ah, on pourrait. Mais Alors, est-ce qu'on a d'autres questions avant de terminer? Bon, écoutez, merci à tous vraiment de votre présence, d'avoir patienté jusqu'à 10h30. C'était passionnant comme débat. Merci à tous. En tout cas, ces 3 tables rondes vont être diffusées sur... là, il y a Oyafine qui nous accompagne. Et donc, ça va être sur le site, je pense... Sur leur chaîne YouTube. Sur leur chaîne YouTube, ouais. Et donc, ça va être comme ça, tout le monde ceux qui travaillaient cet après-midi pourront les visualiser. Voilà, merci à tous et je pense qu'on renouvellera l'expérience, en tout cas, si vous en êtes d'accord. Voilà, merci.